Bonjour, Adrénaline, studio d'innovation en e-santé, est fier de vous présenter cet afterwork autour des business models des startups de la e-santé. Cet événement a été organisé à Future for Care, l'accélérateur européen des startups de e-santé. Un écosystème d'exception qui regroupe tous les acteurs et toute l'intelligence nécessaire pour faire décoller et industrialiser la santé de demain. Merci et bonne vidéo. Eh bien écoutez, merci à tous d'être là pour cet afterwork dédié au business model en e-santé, où nous avons 4 personnes fantastiques à cette table ronde. Je vais me présenter, je m'appelle Michael Koenka, je suis le fondateur d'Adrénaline, un studio d'innovation en e-santé, qui est une spin-off de Start the Fuck Up, un studio d'innovation plus généraliste. Donc ça, c'est notre verticale d'innovation spécialisée en e-santé, avec lequel on aide des grands groupes de la santé, tels que Vidal ou Bayer ou d'autres, à créer des projets innovants en e-santé, à comprendre l'alignement entre leurs besoins, les besoins du marché, leur expertise et ce que peut apporter l'écosystème startup pour créer des projets innovants qui apportent de la valeur à l'écosystème de la e-santé. Je vais faire une petite introduction. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle e-santé? Vous le savez tous ici. C'est en fait, on le va souvent le définir un peu par différenciation par rapport aux medtech ou aux biotech. Les medtech vont construire des dispositifs et les biotech vont essayer de construire des molécules. Et les santé, en fait, c'est un peu tout le reste qui va essayer d'utiliser le digital pour améliorer la vie des patients, des médecins et de l'écosystème de santé en général. Qu'est-ce qu'on va appeler business model? Là, il y a pas mal de gens qui vont en parler de différentes manières. Nous, on va pas le confondre avec ce qu'on appelle le revenu modèle, qui est est-ce que vous faites du freemium, est-ce que vous faites du coût fixe, est-ce que vous faites de l'achat one shot, est-ce que vous faites du sur-mesure, etc., qui sont vraiment la manière dont vous faites payer votre service exactement, mais plutôt la manière dont vous allez créer de la valeur, donc quelles sont vos offres à destination de quelle cible, pour quelle valeur, et comment vous allez ensuite capter cette valeur ajoutée, donc vous rémunérez avec cette fois-ci un revenu modèle. Donc c'est quelque chose de plus global qui est vraiment votre modèle d'affaires au cœur de votre projet innovant, que ce soit un projet de start-up ou un projet innovant de grand groupe en collaboration ou non avec des start-up. Les différents acteurs qui existent dans ce monde-là et donc qui peuvent faire partie de votre business model et donc de votre offre et interagir, on les connaît. Il y a les patients, les professionnels de santé, les établissements de santé, des labos, des grands groupes, parfois des entreprises, parfois des collectivités locales, les mutuelles ou les assurances, ou l'assurance maladie à travers différents modes de remboursement et d'expérimentation. Les grandes difficultés en fait, auxquelles se heurtent les projets de e-santé, enfin, ma petite analyse, hein, donc on a écrit un rapport, on a interviewé plus de 20 startups, des VC sur les différents modèles de e-santé. On est en train de finaliser ce rapport qui a un vrai panorama de plus dense que les 4 exemples que nous allons avoir ici. Et il y aura quelques analyses à l'intérieur. Mais une des principales difficultés que tout le monde connaît, c'est que souvent la valeur créée par un projet de e-santé, ça va être pour le patient ou le médecin, eh bien, ce ne sera pas forcément lui qu'on appellera le payeur. Donc ce sera des gens qui seront très difficiles à faire payer pour X raisons. Et donc du coup, on a des business models à construire qui sont plus difficiles que pour une startup classique qui va pouvoir faire payer directement son utilisateur cible. Donc c'est ce jeu-là qui est compliqué. Il y a des pièces de puzzle à assembler pour construire un business model qui fonctionne bien. Et pourquoi on veut un business model? La raison est très simple, parce que vous voulez très souvent, en tant que projet e-santé, survivre assez longtemps pour prouver quoi? Prouver que vous apportez suffisamment de valeur à l'écosystème de santé, que votre solution marche, que vous avez ce qu'on appelle un product market fit dans le milieu des startups classiques. Il faut pouvoir prouver ça. Pour ça, il faut du temps. Pour ça, il faut des revenus. Il faut pouvoir avancer, pouvoir lever des fonds. Et avancer et prouver suffisamment de valeur pour récolter de la donnée, car cette donnée que vous allez récolter vous permettra de prouver vraiment par des chiffres qui sont très très appréciés dans le milieu de la santé que vous apportez suffisamment de valeur pour être retenu comme un des grands projets qui transformera la santé de demain.
Les 3 grandes questions qu'on va donc aborder sur cette table ronde, après une présentation des différentes startups présentes ici, ça va être, peut-on itérer sur son modèle en e-santé, puisque tout est un peu plus compliqué, un peu plus long, les cycles sont plus difficiles. Est-ce qu'on peut avoir une approche itérative, échanger, se planter, jusqu'à trouver le bon modèle, ce qui est la voie de faire des startups dans le monde classique. Ensuite, que penser du remboursement? Est-ce que c'est vraiment le Graal qu'on doit atteindre ou est-ce que c'est plutôt une cerise sur le gâteau et qu'il faut un peu essayer de se débrouiller sans pour survivre? Et enfin, les partenariats avec l'écosystème quand on est un projet e-santé, est-ce que c'est ça qui va nous aider à trouver le bon modèle ou est-ce que c'est des choses qui vont au contraire nous distraire ou nous faire perdre du temps dans notre quête? J'ai maintenant assez parlé. Et donc, je vais donner la parole à nos chers invités. Donc, Marion Cassio d'Amplicity, Vincent Tarot de Kipling, Adèle Mabarki de Capcode et Sarah Perlevad de Wistim. Et donc, chacun d'entre eux va d'abord présenter rapidement qui il est, quelle est sa startup, quelle est son offre aujourd'hui et son business model. Et après, on rentrera du coup, dans les différentes questions que j'ai abordées. Alors. Et donc, Sarah, si tu veux commencer, c'est à toi. Donc, moi, je suis Sarah Perlevad, je suis médecin gynécologue et cofondatrice de Wistim. Wistim, c'est une plateforme en e-santé, effectivement. C'est une plateforme qui vient se placer entre le médecin spécialiste en fertilité, le gynécologue, le laboratoire d'analyse et la patiente. Et donc, on a une application pour la patiente pour qu'elle puisse suivre son traitement d'éducation thérapeutique dans laquelle elle va pouvoir remonter ces infos en vie réelle. Et le médecin va pouvoir récupérer les données du laboratoire, décider de son traitement et lui envoyer adapter sa thérapeutique. Donc voilà, c'est une entreprise qui est commercialisée depuis 2018. Pour lequel on a déjà eu beaucoup d'utilisateurs. On a déjà eu plus de 100 000 utilisateurs sur la plateforme. Et on a un modèle, on est parti de notre modèle de base qui était un modèle économique où effectivement on s'est très vite rendu compte que les hôpitaux n'avaient pas forcément d'argent. On est parti du besoin en fait, de la patiente. C'est comme ça qu'on a créé cet outil. Et du coup, on a décidé de faire payer un abonnement aux patientes qui étaient en parcours de fertilité quand elles étaient en cours de traitement. Et de laisser cette plateforme à disposition des équipes médicales quand elles les suivaient. Gratuitement pour les équipes médicales? Gratuitement. Ça, c'était notre premier modèle, mais je pense qu'on rentrera dans le détail plus tard. Merci. Vincent? Donc Vincent, moi je suis le CEO et le fondateur de Kipling. Kipling est un éditeur de jeux de santé. C'est une boîte qu'on a montée il y a maintenant 8 ans à Nantes. Nous, on n'est pas né dans le monde de la santé, on est né dans le monde de la qualité de vie au travail. On a créé des jeux pour faire jouer des collaborateurs avec leur activité physique. Et puis, c'est le monde de la santé qui est venu nous voir, puisqu'on avait une capacité à aller chercher les gens qui étaient fâchés avec l'activité physique et le sport, et que ça intéressait le monde de la santé, les financeurs. Et voilà, chemin faisant, on est devenu un dispositif médical de classe 1. On bosse aujourd'hui avec le système de santé, on est intégré dans les articles 51, on est intégré dans des essais cliniques, etc. Mais c'est un monde qu'on découvre avec un business model qui reste pour une grosse part ancré dans un autre secteur que celui de la santé. Voilà. Merci. Vas-y Adèle. Bonjour à tous, donc Adèle Mabarki, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Capcode. Alors à Capcode, on fait ce qu'on appelle de l'infodémiologie. Alors on est tous à peu près experts d'épidémiologie depuis le début du Covid. Et donc en fait, c'est la contraction entre épidémiologie et sciences de l'information. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'observation des populations à travers leur comportement numérique. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on extrait, on analyse les posts sur les réseaux sociaux au sens large pour identifier des signaux médicaux. Donc globalement, on a aujourd'hui 3 façons de fonctionner. Donc on travaille principalement avec l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé, un peu avec les associations de patients aussi.
Notre enjeu, en fait, c'est de pouvoir résumer et mettre à disposition à tout l'écosystème la voix du patient sur la réalité de ses difficultés au quotidien, les questionnements qu'il a et les impacts médicaux qu'il peut avoir au quotidien. Donc on a 3 enjeux aujourd'hui qu'on couvre. On a un enjeu de surveillance, principalement sur 2 verticales qui sont les effets indésirables, la pharmacovigilance au sens large. Donc on surveille les réseaux sociaux pour identifier des signaux de pharmacovigilance. Le deuxième sujet sur la partie surveillance, il est sur la désinformation. Vous l'avez vu depuis le Covid, le ou la Covid, je ne rentrerai pas dans ce débat linguistique, mais on a vu une recrudescence importante de la désinformation et aujourd'hui on surveille les réseaux sociaux pour identifier précocement des campagnes informationnelles. Et puis en fait, historiquement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à peu près dans 75% de notre activité, on fait de l'observationnel. Donc on fait des études comme une étude observationnelle classique pour l'industrie ou pour les autorités. Avec des différences naturellement méthodologiques sur le parcours de soins des patients, les difficultés rencontrées, leur qualité de vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des données de vie réelle pour l'industrie et on se spécialise sur vraiment une typologie assez nouvelle, on va dire. Même si aujourd'hui beaucoup d'entreprises font de l'analyse des réseaux sociaux, nous la différenciation principale c'est qu'on vient de l'évaluation clinique, donc on est une diversification ce qu'on appelle une CRO, donc une entreprise de recherche privée qui fait des études observationnelles et donc on amène une coloration complémentaire avec cette dimension scientifique. Donc aujourd'hui, globalement, on a plus d'une 60aine de valorisations scientifiques sur nos sujets. Donc on valide nos algorithmes, on valide les résultats en comparant avec des sources classiques, on va dire. Moi, j'interviendrai principalement sur les itérations parce que pour les échecs, on en a fait pas mal. Donc c'est un beau retour d'expérience. Merci. Marion ? Bonjour, moi c'est Marion Cassio, je suis directrice du développement et des partenariats chez Implicity. Et Implicity, c'est une société de dispositifs médicaux logiciels qui est experte en télésuivi des patients cardiaques. C'est une société qui a été créée en 2016 par un cardiologue qui s'appelle Dr Arnaud Rosier. Et on a 2 offres de télésuivi aujourd'hui. Une offre de télésuivi des patients porteurs de pacemakers et défibrillateurs, qui sont donc des petits objets implantables dans le cœur qui traitent des arythmies ou qui permettent de faire de la prévention de la mort subite, par exemple. Et on a une offre de télésurveillance des patients insuffisants cardiaques. Donc avec 2 modèles différents, un modèle où on fait payer les hôpitaux pour notre plateforme de télésuivi et un autre modèle où on est adossé au programme ETAP et bientôt au remboursement pérenne de la télésurveillance en France. Et aujourd'hui, on a plus de 130 centres médicaux qui utilisent notre plateforme en Europe et aux États-Unis, avec plus de 70 000 patients qui sont suivis sur Implicity. Voilà, on a levé une vingtaine de millions d'euros en début d'année pour notamment développer aussi l'axe intelligence artificielle et outils d'aide au diagnostic sur la base des données de la plateforme. Merci Marion. On va donc parler de on va ouvrir le premier grand débat sur est-ce que le Lean Startup est possible en e-santé? Est-ce qu'on peut facilement itérer sur son produit et donc son offre jusqu'à trouver le bon sans mourir en chemin? Une vaste question. Et donc, je vais demander à Sarah de commencer. Je pense que toutes les startups, effectivement, doivent être agiles en développement, agiles avec les besoins des médecins et agiles dans le modèle économique. Donc, effectivement, on lève très vite des fonds, beaucoup de fonds, avec un modèle qui, à terme, va devoir quand même prouver son efficacité. Notre choix, nous, ça a été de ne pas lever de fonds, donc de partir avec le besoin des patientes et de faire cet abonnement. Et effectivement, après sont venus les établissements de santé qui avaient les moyens et qui ont trouvé la solution intéressante à la fois pour leurs patientes, donc qui avaient envie d'améliorer le parcours patient et qui avaient également, parce que ça a toujours été notre leitmotiv, de simplifier le quotidien des équipes médicales.
voilà, on ne pouvait pas venir de là et ne pas se mettre à la place du médecin et de l'infirmière dans ces tâches qui sont extrêmement réverbatives. Et donc les hôpitaux ou les établissements de soins ont décidé parfois de prendre en charge pour leurs patientes. Donc ça représente maintenant 30% de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires majoritaire est encore lié aux abonnements directement des couples, enfin des patientes qui sont suivies en PMA. Hyper intéressant. Donc, vous avez réussi à faire payer directement le patient. Est-ce qu'il y a eu une itération là-dessus? Est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce qu'il a fallu prouver suffisamment de valeur avec votre produit avant que ça paye? Je dirais que les patients sont très convaincus de ces outils en e-santé. Ce qui est toujours difficile en santé, c'est de faire changer le professionnel de santé. J'en sais quelque chose. Donc c'est là où les patients, ils sont très... nous, on est sur une thématique qui est quand même voilà, la fertilité. Donc c'est des femmes jeunes qui vont avoir 43 ans, tout le monde est équipé d'un smartphone, tout le monde a envie de communiquer avec des outils digitaux. Et donc les patientes, elles ont été très très vite convaincues. Après, c'est la conduite du changement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps dans tous les domaines de la santé. Merci. Vincent, toi, ton modèle, est-ce que tu as itéré sur ton modèle, en tout cas en e-santé ou avant? Alors oui, nous, on a beaucoup itéré, puisque comme je l'ai dit, on n'est pas né dans le monde de la santé, donc déjà, et on est du monde de la santé, on a ramené des choses, on a ramené de la santé dans le monde de l'entreprise. Nous, les itérations, si je les résume, on était dans le monde de la qualité de vie au travail, on avait une grosse capacité à engager des gens qui étaient très loin d'un changement de comportement. Et c'est uniquement sur cette métrique qu'on s'est rendu compte que ça pouvait effectivement intéresser des acteurs de la santé. Donc ces acteurs de la santé, on a commencé à discuter avec eux. Dans le monde de la santé, on s'est aperçu qu'on pouvait changer de business model, puisqu'on s'est aperçu que derrière, que nous, c'est pas l'utilisateur qui paye, c'est un financeur, et que la récurrence chez nous, elle était chez le financeur, mais pas chez le payeur. Pardon, chez le payeur, mais pas chez l'utilisateur. Et que ça, on pouvait le ramener côté entreprise, en allant chercher plutôt que des entreprises, des mutuelles, des prévoyances. Donc je dirais que le terrain nous a renvoyé beaucoup de choses. Par contre, si la question c'est il faut itérer sans doute, après c'est très compliqué, parce que derrière, il faut détecter ses erreurs, il faut être capable de les corriger. Plus on avance, plus on est nombreux, etc. Enfin voilà, le changement devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est là où c'est, je trouve, complexe. C'est, me semble-t-il, assez simple d'itérer quand on est au début, puisque de toute façon, je pense que c'est la seule voie. Mais c'est vrai que de le faire durer sur les ans, me semble-t-il, c'est assez compliqué. Et qui est le payeur, les financeurs de Kipling aujourd'hui On en a plusieurs. Donc l'employeur, le mutuelle prévoyance, le système de santé via des articles 51 ou sur les fonds propres. Et puis, on a aujourd'hui d'autres types de payeurs qui sortent, qui sont les territoires, qui sont aussi intéressés pour faire changer de comportement leurs citoyens. Et pour chacun de ces payeurs, vous avez dû changer votre offre ou modifier des choses? Non, en fait, on veut garder une seule offre parce qu'on n'a pas une capacité, mais on essaye de trouver le tronc commun. En fait, c'est pareil, au départ, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on sera que diabète, que obésité? Dans les faits, par exemple, dans le système de santé nous utilise beaucoup autour du diabète, de l'obésité et de la cancérologie. Dans le monde de l'entreprise, on est plutôt sur des gens en fragilité ou des trajectoires à risque, prédiabétiques, surpoids, etc. Pareil pour les territoires. Par contre, la solution reste la même. Certains acteurs vont plutôt nous financer, puisqu'on est une solution de prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire qu'on a une capacité à repérer les gens en fragilité, les orienter vers un parcours, puis opérer ce parcours. Tout ça en les faisant jouer depuis la même application. En fonction du payeur, le système de santé paye plus la prévention tertiaire, le territoire est plus intéressé par la prévention primaire, l'employeur finance de la santé, mais parce que c'est de la qualité de vie au travail. Enfin, oui, voilà. Donc les raisons du paiement ne sont pas les mêmes, mais la solution reste la même. D'accord, super intéressant. Adèle? Alors, nous, c'est un schéma un peu différent parce que déjà, on n'avait pas de notion de survie dès le début. Parce qu'initialement, en fait, si je reprends un peu l'histoire, à la base, Capcode était une BU R&D d'une PME existante. Donc, on bénéficiait de fonds propres, par exemple. Il n'y avait pas forcément d'enjeu
on va dire de survie, parce qu'on était financé notamment beaucoup au début par des fonds publics, notamment l'Agence nationale de recherche ou des financements de la région Île-de-France ou BPI France. Dédié à des startups, c'est ça, ou Ouais, par dédié à- Isabelle Aprogel? ANR, non, pas dédié start-up, c'est vraiment l'enjeu de recherche Recherche, d'accord. Mais par contre, ouais, sur tout ce qui est région Île-de-France et BPI France, c'était vraiment sur la structuration innovante de solutions, etc. Donc on a beaucoup bénéficié dans un premier temps de ces appuis-là. Et puis il y a eu un changement, on va dire, un switch assez important. C'est le premier projet qu'on a eu, notamment avec Sanofi, qui est un de nos partenaires historiques maintenant, et avec lequel on a travaillé sur l'enjeu de la pharmacovigilance, donc des effets indésirables, l'identification des effets indésirables. Et je prends cet exemple-là concrètement parce que c'était un enjeu de recherche. Pour ceux qui ne savent pas sur les effets indésirables, alors, première chose, on a un système de surveillance des médicaments qui est extrêmement performant au niveau européen et au niveau mondial en réalité. On a beaucoup plus tendance à retenir les scandales, le Levothyrox, le Mediator, etc. Mais dans les faits, chacun de ces éléments-là a des éléments explicatifs. C'est un peu plus complexe que juste la chaîne de surveillance qui ne marchait pas. Par contre, on a un vrai sujet qui n'est toujours pas adressé aujourd'hui, c'est la sous-notification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime globalement, alors j'aime pas ce chiffre parce que ça fait 10 ans qu'on donne ce même chiffre, mais c'est à peu près 5% des effets indésirables qui sont notifiés aux autorités, qui sont remontés dans le circuit de surveillance. Et ça pose vraiment des problèmes, notamment parce qu'on a du mal à prendre une décision, on a du mal à identifier un certain nombre de signaux faibles qui permettraient par exemple à des autorités d'être beaucoup plus réactifs vis-à-vis des thérapeutiques et d'avoir une action corrective plus rapide. Et donc on a travaillé vraiment sur ce sujet-là en se disant, l'exemple du Mediator, il était assez caricatural, mais la dépakine, il n'y a pas si longtemps, c'était exactement le même sujet. Sociologiquement, c'est le web, enfin les réseaux sociaux pour le coup, qui ont amené un signal. Et après, ça a été repris d'un point de vue médiatique, et l'engrenage a fait que les autorités s'y sont intéressées, etc. Je parle peut-être beaucoup trop, non? Donc vous avez pu, vous avez pu développer. C'était quoi Donc le premier client Sanofi, du coup, vous a apporté quoi? C'est En fait, une itération. L'intérêt de travailler avec Sanofi, c'était de pouvoir démontrer l'intérêt de la démarche en comparant avec les données institutionnelles. Et ça, c'est des données auxquelles avait accès Sanofi, et surtout qui avait la compétence et la connaissance pour l'analyser. Vous avez vraiment fait une preuve niveau recherche. C'est une preuve de concept, voilà, de recherche. Et donc on a démontré. Ça vous a pris combien de temps d'arriver à ça? Alors, il y a un autre sujet, c'est que nous, on fait du texte sur les réseaux sociaux. Donc principalement, c'est dégueulasse. C'est-à-dire en termes d'orthographe, de notions d'utilisation, enfin c'est du texte, donc c'est un sujet très particulier. Donc on a pris, pour en arriver là, on avait eu 2 ans de R&D pour arriver à un premier algo qui marche. Avec du recul, il ne marchait pas si bien que ça, mais à l'époque on était très contents. En fait, c'est le premier sujet qu'on a adressé, on a fait la démonstration, on s'est dit super, on a un marché, on a démontré que ça marche, que 2 ça sert, et qu'en plus on peut amener de la réactivité. Pas du tout, ça n'a absolument jamais marché, pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas, en fait, on n'avait pas parlé avec nos clients potentiels qui étaient l'industrie pharmaceutique. On en rigolait juste avant avec Sarah, c'est que globalement, ce qu'on amenait aux clients en termes de valeur, c'était plus de cas de pharmacovigilance à traiter. Donc, ce qui veut dire en gros plus de travail, plus de signal, donc plus de complications dans les relations avec les institutionnels. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Mais je le dis pour le coup. Après, personnellement, j'aime beaucoup les échecs parce que c'est un cadre d'apprentissage plutôt pas mal. J'aime bien quand ça réussit, c'est beaucoup mieux, mais quand même, on a des éléments positifs derrière ça. Et donc, en fait, on a travaillé sur ça n'a pas marché du tout. Et c'est là où on a commencé à se dire, mais c'est peut-être plus intéressant de commencer à parler avec nos clients pour voir quelles sont les données. Je vous parle on est en 2016-2017, donc là, aujourd'hui, c'est tout à fait clair et c'est naturel pour tout le monde. Je vous promets qu'on n'était pas un cas isolé à l'époque. Mais c'est pas très naturel. Ouais, en vrai, c'est pas naturel. La remontée de la vraie vie peut intéresser les labos, mais... Et donc, naturel, ouais. Ça n'a pas, enfin voilà. Donc on a commencé à itérer et là on s'est dit tiens, les parcours de soins c'est plutôt intéressant. Tout le monde veut du parcours de soins. Tiens, la qualité de vie, c'est une vraie difficulté. Et c'est comme ça en fait qu'on a construit la proposition de valeur, principalement avec l'industrie pharma, mais pas que, parce que dans nos enjeux en fait on a un effet domino. C'est-à-dire que si les autorités trouvent que votre solution, valident pas ou en tout cas trouvent que votre solution n'a pas d'intérêt, globalement l'industrie pharma ne viendra pas vous voir parce que et donc on a un accès au marché qui a été long parce qu'on a fait des démonstrations scientifiques qui ont été... Alors, ce n'est pas un accès au marché comme un essai clinique pour un digital thérapeutique ou autre, mais ça a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et on travaille avec les autorités pour valider l'approche méthodologique
Par contre, le financeur aujourd'hui, dans 80% de notre chiffre d'affaires, il provient de l'industrie pharmaceutique. Et ça, encore une fois, ça paraît naturel aujourd'hui d'itérer, de parler avec ses clients, etc. On est vraiment la caricature de ce qu'on a, des gens que vous pouvez trouver bizarres maintenant, mais qui n'ont pas parlé avec leurs clients avant de faire le. Parce qu'on avait cette compétence et cette connaissance scientifique en se disant c'est bon, on sait. Et ça a marché pour vous. Avec un peu de retard, vous avez peut-être perdu 6 mois, mais au final, on est très bien maintenant. Vous êtes content. Okay. Bien intéressant. Marion, est-ce que Implicity a beaucoup itéré sur son modèle ou non? Pas vraiment, en fait. On a assez vite trouvé notre modèle, en tout cas sur l'offre historique, sur le télésuivi des patients porteurs de prothèses. Parce que la valeur était évidente pour les professionnels de santé et les centres médicaux qui donc, ont voulu payer pour notre solution. Avec une condition quand même, c'est que l'acte médical soit remboursé. C'est-à-dire que les médecins soient quand même payés pour télésurveiller ces patients. Donc, ça a drivé nos déploiements géographiques, forcément. Et sur la partie insuffisance cardiaque, là, en fait, c'était tout trouvé avec le programme ETAP, en France en tout cas. Alors, vous avez eu une grosse question de timing, en fait, sur que votre offre rentre dans le marché au moment où il y avait du financement accessible. Sur l'insuffisance cardiaque, oui. C'était presque un effet d'aubaine, en fait. Pour les prothèses cardiaques, je pense que c'était, en France en tout cas, une convergence entre l'ajout du remboursement de l'acte médical de télésurveillance des prothèses dans ETAP, ce qui n'était pas le cas au tout début d'ETAP. Donc les médecins ont pu être remboursés. Et on est arrivé avec une offre qui leur augmentait leur productivité médicale, augmentait leur file active, leur facilité, leur faisait gagner beaucoup en qualité de vie au travail et leur permettait d'améliorer en fait le suivi de leurs patients. Donc voilà, on s'est adossé sur ce remboursement et on a pu se développer comme ça. Super. J'entends vous avez vu, il y a des parcours très très différents du coup en termes de timeline ou de durée ou de cycle d'itération. Sarah, qu'est-ce que tu réponds à Clément? Vincent, pardon. Qu'est-ce que tu réponds à Vincent quand toi tu t'es lancé sans lever de fonds et que du coup il dit c'est beaucoup plus simple d'itérer au début sur son modèle quand on est juste une jeune start-up. On n'a encore rien. Est-ce que c'est plus simple? Probablement, c'est lui qui a plus d'expérience que moi. En tout cas, je pense qu'il faut garder en ligne de mire qu'il faut pouvoir s'adapter. Et je pense que Vincent le fait également quand il a différents payeurs, que c'est un coût l'entreprise, un coût la mutuelle. Donc on est tous quand même dans cette option. Effectivement, Marion, c'est pas la même chose parce qu'elle a finalement ils sont sur une pathologie où il y a un tracé de l'assurance maladie, un parcours qui a été déjà très établi. Nous, sur l'infertilité, sur la fertilité en général et la prévention, c'est pas des parcours qui ont été établis. Donc il faut plus chercher son modèle et trouver là où il y a les fonds le plus rapidement, effectivement. Et est-ce que vous avez levé des fonds? Vous n'avez pas levé de fonds, donc comment vous avez survécu pendant cette première année ou ces 6 premiers mois? Enfin, quelle a été la durée de lancement? Comment on a dépensé ce qu'on gagnait. Donc bien évidemment, on a mis des fonds propres, c'est évident. On a aussi eu des fonds de la BPI. Quand même. On a été chercher des subventions, on a été chercher des programmes d'accompagnement sur des projets innovants. Et puis assez rapidement, on a déployé dans des centres qui étaient intéressés avec du revenu récurrent et en faisant du développement assez maîtrisé en fait aussi. Combien de temps a pris en gros, les ordres de grandeur pour avoir les premiers patients qui payent et ensuite passer à votre deuxième offre à destination des établissements de santé? Ça c'est venu presque 18 mois après, je pense. Ouais.
Mais voilà, c'est les établissements qui avaient été intéressés. On est sur des cycles longs, hein, donc les décisions aussi des établissements de santé, c'est des décisions qui sont assez lentes, c'est des cycles de vente qui sont très longs. Donc en attendant, on avait les deux modèles coexistent en fait. Sur les patients, c'était beaucoup plus rapide. Oui. Hyper intéressant. Vincent, tu as mentionné, Vincent et Adèle, vous avez mentionné le côté avoir de la donnée. Enfin, Adèle a travaillé 2 ans pour avoir une preuve de concept que ça a donné et que son outil peut améliorer les choses. Toi, Vincent, est-ce que le fait d'avoir déjà démarré dans le monde de l'entreprise t'a donné de la donnée qui t'a permis d'accélérer dans le monde de la santé, en plus du runway et de la capacité de financement? Ouais, ça a été effectivement important, puisque en fait, quand on est allé voir, notamment le premier centre de lutte contre le cancer qui nous a demandé de travailler avec lui, c'était Gustave Roussy, et il nous demandait si on savait traiter de la donnée. Et je sais pas, l'année précédente, on avait déjà, peut-être eu une centaine de milliers d'utilisateurs en données de santé, hébergées, etc. Donc d'avoir 50 personnes en essai randomisé, ça nous faisait, c'est juste rien, en termes de traitement. Hein, je dis pas que voilà. Et donc en fait, et c'est marrant parce que quand on vient quand on retourne dans le monde de l'entreprise et qu'ils nous disent mais vous savez faire changer de comportement, et qu'on leur explique qu'on bosse avec des centres de lutte contre le cancer, voilà. Et là du coup ils s'en foutent de la taille, mais il y a l'excellence thérapeutique qui est adossée. Donc je dirais qu'on arrive à faire jouer, parce que ce sont des mondes qui se connaissent pas du tout. Mais par contre, qui valorise bien le fait qu'on qu'on travaille dans le monde de l'entreprise et pas du tout un frein dans le monde de la santé, parce qu'il y a les faits tailles, c'est solide, c'est sérieux, etc. Et Sarah, toi, le fait d'avoir commencé sur des patientes, est-ce que c'est le fait d'avoir cette donnée-là qui a réussi ensuite à convaincre les centres? Vous avez déjà des notions de performance sur Ah oui, on a déjà des notions de performance, on a déjà des études. On avait en fait très vite fait des études qui étaient des études observationnelles, des études comparatives en termes d'erreurs de traitement. Et donc on avait des premiers résultats qui étaient très intéressants sur 5 centres hospitaliers effectivement de renommée en fertilité. Donc on avait des grands centres, et effectivement c'est très important. Et là on est en train d'avoir des essais qui sont beaucoup plus larges, qui sont menés par des équipes de façon indépendante. En fait, c'est ce que j'expliquais à Marion, c'est que les professionnels de santé et les services d'AMP se sont emparés du sujet en voyant qu'ils gagnaient beaucoup de temps, et ils sont en train de monter des études de grande ampleur pour montrer l'efficacité du système. Super, merci. Est-ce que vous avez des réactions sur ce que l'un ou l'autre du groupe a dit sur cette thématique? Alors attends, peut-être est-ce qu'on a un micro pour les questions? Est-ce que ça fait peur d'avoir plusieurs business models possibles? Moi, je pense que le business model, il doit être cohérent. Donc, nous, on voit un accompagnement sur un cycle de PMA. Finalement, que ce soit le payeur, que ce soit la patiente ou le centre hospitalier, c'est très cohérent. Donc, c'est le payeur qui devient différent, et je pense que c'est un peu la même chose pour Vincent. Ça fait peur à qui? À l'entrepreneur ou à ses parties prenantes? C'est ça la question en fait. Je pense que je sais pas si on fait le choix en fait quoi. C'est ça. Et je ne saurais pas te répondre. Après, très concrètement, nous aujourd'hui, si je veux simplifier, je fais 80% de mon chiffre d'affaires dans le monde de l'entreprise et 20%. Par contre, je pense que c'est intéressant pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, pour ses parties prenantes, ses investisseurs, de savoir qu'il y a un business model effectivement en santé publique qui peut être financé à terme. Je ne pense pas qu'il faut en faire l'élément, en tout cas, nous c'est notre cas, mais ça peut donner un peu de profondeur. Par contre, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est en interne. Ce qui est peut-être compliqué de temps en temps, parce que même si on opère la même solution, c'est des contextes d'usage qui sont assez différents, et tu peux te retrouver avec, je ne sais pas,
des équipes, même toi, de savoir, ça serait beaucoup plus simple si tu veux, si on en avait qu'un seul. Et aujourd'hui, si on en a deux, c'est aussi parce qu'on veut se donner des relais de croissance à terme. Donc voilà. Si je peux me permettre de rebondir, alors moi, dans notre cas, on a une donnée et 7 millions d'usages différents, donc on n'adresse qu'une petite partie, in fine, de ce qu'on peut faire avec ces données-là, mais ça demande de la gymnastique, je pense, dans un certain sens. Et je rebondis sur ce que disait Vincent, c'est principalement en interne. Parce que la réalité, c'est commercialement, on présente les cas d'usage différents, l'enjeu, la valeur produit, elle est différente en fonction de l'acteur ou en fonction du sujet sur lequel on va adresser. Ça, c'est assez simple, c'est des jeux de slides qu'on va... Le problème, c'est quand aujourd'hui, on a 18 modèles de machine learning en production. Et donc 18 usages différents. Alors, c'est pas vraiment 18, c'est un peu plus de 10. Mais ça veut dire qu'en fait, et pourtant on n'est pas de 700, hein, mais parfois, malgré notre volonté de communication interne, etc., des fois il y a des sujets qu'on adresse où il y a une partie de l'équipe qui ne sait même pas qu'on adresse ce sujet-là, parce que soit c'est hyper confidentiel, donc c'est en R&D, etc. Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Donc je ne pense pas que ça soit... Et je rejoins ce que disaient Vincent et Sarah, on ne le choisit pas, le modèle économique. Hein. Après, nous, je disais, on n'avait pas de problème de survie sur les fonds propres. À un moment, on a créé l'entreprise, il fallait qu'on survive vraiment et que les fonds propres, ce n'était pas illimité non plus. Et comme la PME n'est pas non plus Google, à un moment, l'investissement, il n'est pas illimité. Et donc, on le subit. En fait, c'est le modèle qui marche, c'est le modèle sur lequel on va le plus investir et sur lequel on va prioriser, en tout cas. Si je peux apporter un petit éclairage en la voix de ceux qui sont pas là, la diversification des modèles, ça peut apporter une difficulté interne, mais du point de vue de partenaires extérieurs, en particulier certains grands groupes qui vont vouloir faire des partenariats avec vous, des choses comme ça, se dire que la société avec laquelle on collabore ne repose pas exclusivement sur vous, mais à d'autres modèles de revenus alternatifs. Ça donne une image de stabilité qui peut favoriser certains partenariats et certains grands groupes ou labos dans leurs entités d'open innovation ne travaillent en fait qu'avec des startups qui ont déjà un autre modèle à côté pour pas que la startup soit exclusivement dépendante du grand groupe. Et je pense que pour les investisseurs en capital risque, c'est aussi, il y en a quelques-uns dans la salle, ils pourront réagir. Je pense que c'est aussi un critère important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'audience sur le côté itération sur le business model ? Moi, vous m'entendez ? J'ai une question pour Wistim, qui a un business model du coup où vous faites payer le patient. Comment est-ce que vous avez itéré sur le prix ? Je crois que c'est 15 € par mois. Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ? Est-ce que vous faites aussi payer le gynécologue une licence ou la clinique, mais en général, voilà. Comment est-ce que vous avez itéré sur tout ça ? Comment ça a bien évolué ? Comment vous pensez que ça va évoluer à l'avenir ? Donc, on a défini le prix. Donc, c'est par patiente, par cycle, effectivement. Et donc, on a un business model où on a décidé de ne pas faire payer tout le monde pour l'instant. Donc, effectivement, c'est soit la patiente qui paye, soit le professionnel de santé, mais ce n'est pas les deux. Voilà, donc, soit l'établissement de soins l'offre à sa patiente. Comment on voit les choses ? On voit ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus d'utilisateurs. Avec un business model ou l'autre, ou éventuellement d'ailleurs des partenariats parfois. Donc le but, c'est effectivement d'avoir un maximum de couples et de patients qu'on va pouvoir aider et qu'il y ait quelqu'un qui paye à chaque fois, que ce soit la patiente, le professionnel ou l'établissement. Voilà. Donc effectivement, on a tous ces modèles. Pourquoi 15 €? Comment on a décidé du prix ? Pourquoi pas 25 ? Parce qu'il fallait que ça soit acceptable d'emblée par la patiente qui allait payer. C'est comme ça qu'on a défini notre modèle. Voilà. Et qu'on puisse, avec la population à laquelle on adressait le produit, pouvoir
gagner notre vie et que ce soit acceptable par la patiente qui allait être dans un parcours qui est parfois long. Alors c'est pas de l'insuffisance cardiaque. À la fin, normalement, si tout va bien, il y a un bébé, elle arrête d'être abonnée à Wistim ou pas d'ailleurs. Mais ça, c'est des développements futurs. Mais il fallait que ça soit acceptable sur le marché qu'on adressait. Vous l'avez un peu, vous l'avez un petit peu testé ça, donc vous avez essayé de vendre peut-être plus cher à certaines personnes Non, et ils vous ont dit non, c'est trop cher. Pour l'instant, on n'a jamais changé notre prix. Toujours resté au même prix. Ouais. Okay. Pas d'autres questions sur le. Ah. J'ai une question qui est dans le prolongement de celle qui a été posée juste avant. Ma question, elle porte sur le modèle qui vise les patients. Donc c'est pour Sarah la question. Et ça fait toujours beaucoup parler les patients qui payent. Oui, exactement. C'est ça mon sujet en fait. On parle beaucoup d'autonomiser le patient, faire en sorte que le patient devienne le acteur dans son parcours de soins, etc. Mais est-ce que les patients aujourd'hui sont vraiment prêts à payer Oui, la preuve, on fait du chiffre d'affaires. Mais en fait, ce qui m'étonne justement, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus, c'est qu'on constate que sur certaines aires thérapeutiques, en tout cas, on n'a pas vraiment l'impression que les patients soient prêts à payer. Par exemple, si je prends l'exemple des troubles psychiques où il y a beaucoup de startups qui émergent, on se rend compte que la principale difficulté, c'est en fait, on a développé un truc super avec beaucoup de ressources, mais les patients ne veulent pas payer. Et du coup, il nous reste qui ? Ils veulent pas payer en études de marché ou ils veulent pas payer dans la vraie vie ? Non, ils veulent pas payer l'application, ils veulent pas payer l'outil. La différence, c'est que la force, à mon avis, de notre modèle, c'est que on est pratiquement prescrit en fait par le médecin. Voilà. Donc, pour être très clair, aujourd'hui, le gynécologue qui utilise Wistim, il va utiliser la plateforme et il va dire à sa patiente, vous rentrez dans le parcours de soins, moi j'utilise ça. Et comme il y a une vraie adhésion du professionnel de santé qui n'est pas du tout, qui est sur de l'aide thérapeutique, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que les professionnels de santé qui ont décidé d'utiliser Wistim et qui font payer leurs patientes, qui décident de ne pas te prendre en charge, ils prescrivent l'application et parce que ça les aide. Et les patientes, ils ont peut-être pas 100% de leurs patientes qui vont s'abonner, mais eux, ça va être leur outil de travail pour. Ils vont avoir, en moyenne, on a 90% des patientes qui s'abonnent. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Oui. Voilà. Merci. Et après, je voudrais juste ajouter que la fertilité est, à mon avis, aussi une aire thérapeutique de la médecine. C'est de la médecine, hein. On n'est pas dans le confort quand on fait une PMA. Mais c'est vrai que c'est probablement un domaine qui est assez différent de l'insuffisance cardiaque ou du diabète. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Donc, il y a plein de startups qui disent on fait un produit génial, mais le patient n'est pas prêt à payer. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le testent. Moi, je peux rebondir ou pas ? Parce que vas-y. Moi, j'ai fait une étude de marché avant de lancer le 15 € sur les patientes qui l'utilisaient. Est-ce que vous êtes prêtes à payer pour Wistim ? Elles n'étaient pas du tout prêtes à payer. Voilà. Donc, si on s'arrête à ça aussi, on ne se lance jamais. Mais... il y a un moment, voilà. C'est un très bon point, en fait. Si vous leur demandez est-ce que vous êtes prêt à payer, tout le monde va vous répondre non. Mais en fait, dans la vraie vie, si vous avez le bon contexte, le bon truc, c'est des montants quand même relativement faibles comparé à des coûts d'une grande thérapie, 15 € pour quelque chose de digital qui peut vraiment vous aider dans votre parcours. Quand on montre qu'on diminue les erreurs de traitement, quand on fait un parcours d'assistance médicale à la procréation et que quand on oublie une piqûre, ça peut mettre en l'air tout le protocole, 3 mois de traitement, tous les espoirs qu'on a dans ce protocole, c'est un prix... elles sont vraiment presque dépendantes de l'application. Ça les rassure, donc c'est pas un sujet, quoi. Pas un sujet pour elles. Je ne sais pas s'il y a des gens de Nabla ici qui sont là, je crois pas, je crois qu'ils n'ont pas pu venir. Mais Nabla, que vous connaissez peut-être, c'est une app d'information à destination des femmes autour de leur santé. Et ils ont testé un modèle économique d'abonnement à l'application pour avoir de l'information santé. Bon. Il y a quelques jours, ils ont pivoté vers une offre de SaaS Tech d'analyse de texte avec de l'IA. On les aura sur une prochaine table ronde pour leur poser la question de quelle était la raison. Mais je sais pas, moi j'ai un parallèle à porter là-dessus. Je pense que si on regarde vraiment les dépenses
que font les Français dans leur santé, il y a quand même beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale pour leur santé, que ce soit des actes non remboursés, des ostéopathes qui facturent plus, tout ce qui va être médecine douce ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, les gens ont du budget en fait pour ça. Et peut-être que c'est pas tout le monde, pas toute la population française, mais peut-être que déjà valider son modèle et dire ok, là j'ai réussi à faire payer des gens pour mon app et ils étaient une petite partie à payer. Peut-être que c'est ça la meilleure preuve que vous avez réussi à apporter suffisamment de valeur aux patients avec votre service. Peut-être que les gens se camouflent un peu parfois en mode bah du coup ça marche pas parce que on peut pas le faire payer, mais en fait c'est que leur service apporte pas assez de valeur. Après, là, c'est un sujet particulier. Ouais, je sais pas. Mais, franchement, les gens sont impliqués. Je sais pas parce que c'est effectivement, on est parti du besoin quand même. Hein. On n'est pas parti en se disant on va faire un truc dans la santé. Tiens, si on faisait de la fertilité, c'est un truc où les gens, où il y a de l'argent, parce qu'il n'y a pas forcément de l'argent d'ailleurs. Donc, je pense qu'on répond à un vrai besoin et c'est ça qui fait aussi que ça marche. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que globalement, il y a aussi un élément qui est peut-être oublié depuis tout à l'heure, c'est la valeur en fait, que vous amenez. Et a priori, si le modèle il marche et que s'il y a cette récurrence en fait, d'utilisation et ça a un vrai service sur le patient, c'est beaucoup plus simple d'acheter un produit qui va vous servir que d'acheter un... Et je ne suis pas sûr que ce soit l'extrême majorité des startups qui parlent du patient, qui ont ces preuves-là et ces capacités à exécuter sur ces éléments-là. Super. Merci, on va passer donc au deuxième grand thème, qui est un petit débat sur la quête du remboursement ou les autres soutiens publics vraiment rémunérés comme les programmes de télésurveillance, etc. Est-ce que c'est vraiment le Graal auquel toutes les startups doivent... on a l'impression que c'est une course en gros entre les startups dans un même domaine à laquelle va réussir à tenir suffisamment longtemps pour l'avoir, ou est-ce que c'est juste la cerise sur le gâteau et on doit penser sa startup vraiment sur le long terme avec d'autres business models. Est-ce que Marion, tu veux partager un peu ton expérience sur le sujet? Oui. Alors, je pense pas que ce soit le Graal. Je pense que ça dépend vraiment de la valeur générée par le produit, en fait, et par le produit de santé. Si c'est une valeur pour le patient, une valeur pour le professionnel de santé, pour l'hôpital, pour l'assurance maladie ou pour la société de manière générale. Donc voilà, ça va dépendre de ça. Le remboursement, ça implique le fait de évaluer son produit en bonne et due forme. Donc ça implique aussi beaucoup d'investissement pour ça. Donc si on arrive à faire payer son produit parce que l'hôpital ou le professionnel de santé ou le patient il trouve son compte, et ben allons-y. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire 5 ans d'études cliniques pour aller chercher un potentiel remboursement qui parfois aussi on peut être déçu du prix. Hein. Il y a aussi une grosse négociation à faire sur le prix. Voilà. Ceci dit, quand ça existe et quand c'est apporté, enfin quand ça fait partie des schémas d'accès au marché du pays dans lequel on se lance, ça permet quand même de pérenniser un peu le modèle, apporter de la crédibilité médicale. Et je pense que ça change un petit peu, enfin ça change le système de vente en fait. On n'est plus en train de négocier un prix avec un client, on est plus dans une démarche de prescription, d'accompagnement du changement, d'accompagnement sur l'organisation du service pour intégrer la solution. Nous, on le voit, hein, on a 2 solutions, une qui est remboursée, l'autre qui ne l'est pas. On n'a pas les mêmes profils de vendeurs, entre guillemets, on n'a pas le même déploiement en termes de customer success. Donc ça va avoir un impact aussi sur le service autour du produit. Enfin, ce service autour du produit et ce déploiement, il est vrai que la solution, elle soit remboursée ou pas, quelque part. Le déploiement, l'organisation dans le service, que tous les acteurs soient impliqués, que chacun trouve sa tâche, comment il va réorganiser sa tâche. Pour moi, ça ne change pas le
le déploiement et la conduite du changement qu'il y a à conduire dans ces services médicaux quand on vient digitaliser toute une ère de surveillance ou d'aide thérapeutique. Mais c'est vrai que sur la l'accès... partie administrative, là, sur le volet administratif, quand on s'adresse aux hôpitaux ou à des cabinets de professionnels de santé, et ben, c'est une autre paire de manches quand ce sont eux les payeurs, en fait. Oui, c'est sûr. Il y a cette étape en plus, en fait. Elle vient en plus, c'est ça que je voulais dire. C'est que toute cette étape de déploiement, elle est déjà là, mais effectivement, elle vient en plus s'ajouter le fait de présenter son offre et de savoir comment elle va être financée et qui va la financer. Et effectivement, il y a toute cette avant. Et le remboursement, d'ailleurs, ne suffit pas à l'adoption. Non, c'est vrai. C'est un vrai sujet sur étape. C'est très important de le dire parce que je pense que les gens pensent que le Graal, c'est le remboursement et que c'est pour ça que la solution va être utilisée. Il y a des exemples qu'on connaît bien tous, comme Volantis, des plateformes qui ne sont jamais utilisées et qui ont eu du remboursement ou de l'article 51. Et donc c'est vrai qu'il faut faire toute la balance entre chercher à tout prix le remboursement, parce que évidemment, je dirais que c'est plutôt sur le gâteau. Ça pérennise, ça sécurise une entreprise, c'est évident. Mais à quel prix d'accès sur ce remboursement et à quel prix après la solution va être prise en charge par l'assurance maladie. C'est une énorme énergie à déployer pour l'avoir et des financements énormes. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans la stratégie de Wistim ? Voilà que pour l'instant, on a essayé de participer par des articles 51, mais il faut voir les réponses et la lenteur de la réponse pour un dossier envoyé, en décembre 2020, on a une réponse en décembre 2021 pour nous dire qu'on avait bien étudié notre dossier, mais que finalement, ça n'allait pas tout à fait rentrer dans l'article 51, qu'il y avait beaucoup de demandes et que... merci d'avoir postulé. Donc il faut voir l'énergie déployée pour ces dossiers qui sont extrêmement chronophages. Donc pour l'instant, on attend d'avoir plus de données, en fait, plus d'études, parce que c'est une pathologie qui n'est pas dans les programmes étapes, si vous connaissez un petit peu, où il y a des parcours de soins qui ont été labellisés comme l'insuffisance cardiaque, comme le diabète, comme l'insuffisance rénale. La fertilité ne fait pas partie de ces programmes. Et puis la télésurveillance va effectivement rentrer dans le droit commun bientôt. Et donc pour l'instant, notre déploiement, enfin notre énergie se fixe sur autre chose, sur continuer à être très largement utilisé. Et voilà. Mais on y viendra sûrement un jour. Est-ce que les patientes qui ont souscrit à l'abonnement, enfin le couple qui a souscrit à votre application, ils sont inclus dans ces essais cliniques de facto, ou vous laissez la possibilité? Alors on est très RGPD compliant, donc il n'y a personne qui est inclus de facto en fait, dans aucune étude clinique. Non, alors là en l'occurrence ce sont des centres hospitaliers, donc c'est eux qui sont promoteurs et c'est eux qui prennent les consentements de leurs patientes. Et c'est des études qui ne sont pas forcément d'ailleurs opérées in-app, donc ça peut être des études qui sont faites par d'autres biais. Et c'est eux qui s'occupent de ça. Donc, merci. Vincent, toi c'est un objectif ou pas du tout ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors nous, on est financé, remboursé, financé. Nous, on est dans un article 51. Ça, c'est temporaire, non ? Alors, effectivement, article 51, c'est une expérimentation, article 51, qui finance un monde de coordination des parcours de soins. Alors, effectivement, c'est long. Je ne me souviens plus de la durée exacte de l'instruction, mais c'est au moins 2 ans, je pense, d'instruction, puisqu'il y a une lettre d'intention. Derrière la lettre d'intention, il y a une espèce de parcours d'évaluation qui est assez complexe, mais qui est assez intéressant aussi, parce que c'est assez structurant. Et derrière, c'est assez particulier. C'est-à-dire que si l'article 51 est validé,
ça veut dire qu'on a validé un parcours et un cahier des charges qui peut être réalisé par n'importe qui, in fine. C'est-à-dire que ce n'est pas comme valider une molécule dont vous êtes le seul détenteur du principe actif. C'est-à-dire nous, demain, notre article 51 qui s'appelle l'APAC connecté, s'il est validé, sur quoi on a un bon espoir, n'importe qui serait capable de réaliser le cahier des charges que nous, on a monté, serait financé. Donc c'est quand même, ça me semble assez différent de ce qu'on entend chez les Allemands, le Ligal, Fast Track, etc. Ouais. C'est pas la même stratégie. Après, je pense que ça dépend beaucoup du type de parcours, de soins qu'on apporte aux patients. Nous, je suis pas bien sûr que Kipling pourrait être analysé en tant que tel à une thérapie digitale. On est plutôt un parcours de soins digitalisé. Donc voilà. Après, l'article 51, je trouve que c'est complexe, etc. Mais pour nous, ça a été aussi le moyen de faire le gros travail que tu évoquais sur l'aspect réglementaire, administratif, etc. Mettre un système de management de la qualité. Enfin oui, c'est des gros investissements. Ça dépend pour qui. Pour une petite boîte, c'est des gros investissements. Pour les plus grosses, peut-être pas. Mais nous, ça nous a plutôt drivé. Par contre, ouais, c'est long. Là. Si l'instruction, c'est 2 ans, après, là, on doit être à 2 ans d'inclusion. J'imagine qu'il y aura une bonne année d'évaluation. 5 ans. Bon, voilà. Donc, si à côté, pendant ce temps-là, tu n'as pas autre chose pour des fonds, du chiffre d'affaires, ouais, c'est compliqué. Ouais. Marion, qu'est-ce que tu peux répondre à Vincent concernant le fait que si on respecte un cahier des charges, en fait, d'autres peuvent être remboursés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous C'est un peu le principe des lignes génériques en fait sur les produits de santé. On peut se poser la question du coup de l'incitation du premier entrant à innover et à démontrer ses bénéfices cliniques. Et enfin, pour moi, c'est une vraie problématique aujourd'hui dans le passage en droit commun de la prise en charge de la télésurveillance parce que n'y a pas d'incitation en fait. Et donc, moi, je crains qu'on soit face à des solutions moins disantes qui viennent par effet d'aubaine sur la télésurveillance, avec des solutions entre guillemets basiques de logiciels basiques. Et en fait, je ne sais pas s'il y aura des sociétés avec les reins suffisamment solides pour supporter toutes les évaluations cliniques pour au final que celui qui se pointe 2 mois plus tard avec la même solution mais sans avoir eu à prouver ses bénéfices cliniques bénéficie du même tarif, quoi. Donc je pense que ça va être un vrai souci. Alors que sur d'autres produits de santé, quand on arrive en nom de marque, on peut négocier son prix selon l'amélioration du service attendu. Donc bon, ça va être un vrai frein. Mais ça, c'est pas établi du coup encore. C'est pas établi ça encore. Ce système-là, enfin que la validation d'étapes et de la télésurveillance, par exemple dans l'insuffisance cardiaque, une fois que vous allez faire le dossier. N'importe quelle société va pouvoir venir. C'est déjà le cas là. Ouais. Sur l'insuffisance cardiaque, n'importe qui peut, en respectant un cahier des charges, être référencé pour l'insuffisance cardiaque. Et ce sera le cas sur les nouveaux référentiels à partir du moment où un industriel aura eu l'envie de créer ce référentiel. Ouais. Moi, je voulais répondre. Alors, c'est mon sujet, naturellement. Sur les réseaux sociaux, on a moins de remboursement. Hein. Ouais. Ce que je trouve intéressant, moi, d'un point de vue extérieur, il y a un élément qui est important autour du remboursement, c'est que ça a structuré le marché en réalité. Ça veut dire que d'un côté, en fait, on a eu les autorités qui ont commencé à réfléchir comment l'intégrer dans le parcours de soins et dans le système de soins en global. C'est un élément extrêmement intéressant. Le deuxième élément, c'est qu'on a commencé à avoir des sortes de méthodologies de référence sur les évaluations. Et ça, ça a été un shift assez important parce qu'on était à un moment, il y a quelques années, sur des produits qui étaient peu ou pas du tout évalués. Et donc, il y avait tout ce questionnement-là côté autorité sur comment je l'intègre et comment je fais le filtrage, comment je sais. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Je pense que, pour répondre à la question, est-ce que c'est le Saint Graal ? Je pense qu'on est assez aligné sur le fait que absolument pas, parce qu'il y a les notions d'adoption et qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on se tarifie un certain nombre d'exemples qui aujourd'hui ne sont pas du tout prescrits dans les faits. Donc ils ont un super remboursement, c'est génial, mais personne ne les utilise. Donc voilà, bon après, je ne suis pas leur fonds d'investissement, donc ça me dérange moins. Mais donc il y a toute la partie conduite du changement. Après, il y a une question purement macroéconomique, c'est que
on est face à une sécurité sociale qui aujourd'hui dérembourse des thérapeutiques, dérembourse un certain nombre de choses. Donc il y a encore en fait un travail sur la pérennisation de ce remboursement. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas un modèle et que c'est pas bien, hein. Je dis juste qu'il faut être aussi tout à fait réaliste sur demain. En fait, je pense que, à mon humble avis, qui n'a de valeur que mon avis, je pense que demain on aura des restrictions assez importantes sur ces sujets-là, c'est-à-dire en termes de médico-éco, et on va y arriver. Mais il faut bien avoir en tête qu'on est dans un contexte où c'est pas forcément aussi simple. On a un modèle économique sur les thérapeutiques qui est en train de beaucoup changer. Les thérapies géniques, l'immuno-oncologie, enfin, il y a un certain nombre de sujets financiers, économiques purs qui font que c'est pas aussi simple que... Mais encore une fois, je dis ça de point de vue complètement extérieur. C'est très juste, si je peux rebondir notamment sur l'aspect médico-éco. Moi, je suis convaincu que, en tout cas sur nos aires thérapeutiques à nous, on devra soigner mieux et moins cher, c'est une évidence. Et nous, aujourd'hui, dans notre article 51, on a des essais cliniques à côté dans lesquels le rationnel, c'est montrer à quel point on est moins cher que les parcours équivalents, existants, présentiels, etc. Parce que effectivement, la CPM, quand on discute avec elle, je veux dire, si on arrive avec un truc, en plus, nous, c'est de la prévention, hein, donc on doit être... si on pouvait coûter zéro, ce serait génial. Il faut savoir que voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas financé, en clair. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'arriver avec un truc qui serait onéreux et pas justifié, wow, nous, sur nos sujets à nous, l'évaluation, c'est peut-être même là qu'elle est la plus raide, entre guillemets, plus que sur la valeur thérapeutique qui est assez facile, qui se montre de manière plus évidente. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que... Si je peux juste rajouter un point sur le remboursement. Je pense qu'avant de se poser la question de toucher un remboursement pour sa solution technique, il faut se poser la question du remboursement du professionnel de santé, en fait. Parce que c'est une première étape qui est hyper importante et on peut déjà avoir un business model sur la base du remboursement de l'acte. C'est le cas, nous, par exemple, sur la partie télésurveillance des prothèses. Et si le professionnel de santé n'est pas payé pour son acte, on le voit sur DIGA, hein, c'est le cas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne absolument pas. DIGA, c'est le programme d'innovation en Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est vrai que la promesse de la e-santé, c'est quand même de pouvoir faire un peu, donner l'armure d'Iron Man aux médecins pour qu'ils puissent, dans les parcours de soins, en fait, gérer mieux et plus efficacement leur cohorte de patients, et donc coûter en fait à la fin moins cher au système de santé. Donc c'est pas juste apporter une valeur, mais c'est moins cher comparé à ce qu'ils font déjà. Ça peut rendre le parcours plus cher, mais dans ce cas-là, il faut montrer la baisse de mortalité derrière, etc. quoi. Donc l'équation est complexe. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience sur cet aspect ? Merci. Je voulais reposer une question sur le business model. J'avais une question. En fait, on voit ressurgir sur la littérature et aussi aux États-Unis un peu un business model des entreprises e-santé qui est plutôt basé sur le résultat, outcome-based. Je pense notamment à un cas particulier de Omada Health qui en fait a un prix un peu baseline. Enfin, c'est une entreprise B2B avec un prix baseline de, je crois, $10 par employé. Et puis, en fonction de l'efficacité, en fait, c'est une entreprise qui aide les employés à être moins diabétiques, enfin, à réduire le risque de diabétique et être moins obèse. Et en fonction du résultat, ils facturent un peu plus sur l'entreprise. Donc, c'est plutôt outcome-based. Je voulais savoir si vous avez, à votre connaissance, est-ce qu'en France, est-ce qu'il y a cette émergence de ce modèle-là sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des défis pour ce genre de modèle en e-santé orienté résultat en France? Alors, c'est pas tout à fait sur le résultat, mais c'est sur l'usage. Et le résultat va venir. C'est-à-dire que nous, par exemple, en entreprise, parce que Omada est sur le même champ d'intervention, nous, nos jeux sont utilisés sur l'ensemble, par exemple, des collaborateurs. Les collaborateurs jouent, on repère les gens fragiles et on les oriente vers des parcours de soins. C'est-à-dire qu'il y a une facturation qui est faite sur le fait de faire jouer tout le monde, et là qui est forfaitaire, disons.
Et après, par contre, effectivement, ce qu'on est en train de mettre en place avec des entreprises et des organismes de prévoyance, c'est qu'en fonction de notre capacité à repérer et à inclure des gens dans les parcours de soins, on sera rémunéré. Donc il y a une espèce quand même de... ce qui n'est pas au résultat, et je pense que l'étape d'après sera peut-être sur le résultat. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des payeurs, en tout cas ceux que nous on connaît, qui ne sont pas trop acculturés à ces business models, vu de ma fenêtre en tout cas, moi ceux que je rencontre, si acheter sur du résultat, j'en ai jamais parlé avec un financeur, je ne sais pas vous, mais je ne serais pas complètement étonné que chemin faisant, ils y aillent un jour, parce que effectivement, après il faut être capable de les fournir ces résultats. Et par exemple, en ce qui nous concerne, ce qui n'est peut-être pas le cas de mes collègues ce soir, nous, l'impact, il peut être assez long terme. Donc, mais bref, on peut trouver des modèles. Et puis, il y a un autre problème avec facturer au résultat, c'est que ça va nécessiter des partages de données entre nous, l'opérateur, et l'employeur, ce qui, dans un format RGPD, est pas clair. Pour pas dire, je vois pas l'issue, mais voilà. C'est-à-dire que grosso modo, moi je peux savoir que le collaborateur X a utilisé la solution, a effectivement changé de comportement. L'entreprise n'est pas censée me dire si on lui a évité de l'absentéisme, un diabète. Elle n'a pas forcément cette donnée-là. Donc il faut faire le lien entre les deux, quoi. Ce qui n'est pas le cas des modèles nord-américains, entre autres. Alors nous, B2C, moi je trouve super intéressant le business model de Wisdim, mais moi si je vais chercher un utilisateur qui est fâché avec le sport et l'activité physique et que je veux lui vendre ma solution, je suis pas là ce soir. Voilà, je pense qu'il y a une motivation de l'utilisateur. Moi, mon utilisateur, il vient chez moi, il vient jamais chez moi en fait. Il vient parce qu'on lui a proposé de jouer, mais il n'a pas une motivation intrinsèque comme c'est sans doute le cas. Nous, il n'y a pas de modèle existant à la grossesse, donc on ne devient pas effectivement moins cher ou plus cher parce que la patiente est enceinte. Après, donc à ma connaissance, il n'y a pas de modèle comme ça, non. Pour le coup, c'est facile à évaluer. Oui, c'est long. C'est parfois long. C'est pas très facile d'abord. C'est pas très facile à évaluer. Oui, le time to pregnancy, c'est pas du tout facile à évaluer. Contrairement, parce qu'effectivement, combien les gens, il y a des cycles qui sont renouvelés, et donc c'est pas du tout facile. En plus, les gens changent beaucoup de médecins, de centres hospitaliers, donc c'est des données qui sont pas du tout évidentes à avoir. Et puis parfois, les gens font une fécondation in vitro, ils ont plusieurs embryons congelés, les couples se séparent, ils ont un premier enfant, ils reviennent, donc c'est très difficile à évaluer, au contraire. Si je peux rebondir juste là-dessus aussi pour faire, il y a un autre problème aussi avec ces modèles-là, c'est qu'il faut que le payeur qui cherche un résultat à l'instant T, ce soit le même que le payeur de l'instant T+, etc. Typiquement en France, votre mutuelle, elle peut vous proposer des services de santé, elle a absolument aucun intérêt à ce que vous les utilisiez, puisque, si ce ne sont pas vos dents, vos yeux ou l'hospitalisation. Pour le reste, ça concerne la prévoyance. Normalement, on reste à peu près tous dans la même branche professionnelle et notre prévoyance va nous suivre. Donc, en fait, il faut que le résultat... Vous voyez, je ne suis pas du tout spécialiste du modèle anglo-saxon, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait la dichotomie ou la différence plutôt entre la mutuelle et la prévoyance. Vu que c'est l'employeur qui finance la santé. Voilà. Après, il y a un sujet très simple, c'est l'imputabilité. C'est comment on sait que c'est parce qu'il a utilisé... L'exemple de l'obésité, par exemple, c'est... OK, il a joué, mais peut-être que par ailleurs, il a testé plein d'autres typologies de prise en charge. Après, Omada, comme nous, on peut apporter des données, mais... Non, mais c'est des modèles que nous, on regarde, mais qui sont... je ne sais pas, moi, je suis assez intéressé pour voir ce qu'ils vont donner sur la durée aussi. Je ne sais pas où on est Omada dans son développement. Mais... Il faut savoir que le programme ETAP a tenté des bonus aux résultats sur la réduction des hospitalisations. On ne les a pas vus, ces bonus. Donc, je pense qu'il y avait même un problème de mesure à l'échelle nationale et par solution de ces impacts-là. Donc, c'était un bel essai, mais ça n'a pas été concluant. Ouais. Et du coup, ça fait un peu une transition avec ce que je voulais vous demander. C'est avec tout ce qu'on vient de dire sur le remboursement, les difficultés, etc.
Le fait de passer par les mutuelles, est-ce que ça peut être une alternative intéressante, une sorte de fast track pour éviter de faire peser le prix du produit à l'utilisateur final? Je crois que c'est une thématique très prévention. En fait, les mutuelles, elles sont là où ça les intéresse quand elles ne vont pas avoir à payer, hein, très clairement. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent chercher à moins payer. Donc, sur des parcours qui sont extrêmement médicalisés et remboursés, c'est des acteurs qui ne sont pas évidents à aller chercher, en tout cas. Dans la prévention, ça a plus de sens. Après, bien évidemment, ça devrait être un sujet duquel elles devraient s'emparer, mais ce n'est pas toujours si évident quand on parle de soins remboursés, parce que finalement, elles ne payent pas quand c'est remboursé par la sécurité sociale, surtout sur des pathologies lourdes comme la fertilité ou l'insuffisance cardiaque, où c'est des prises en charge, ce qu'on appelle en ALD, à 100%. Donc, elles sont moins impliquées dans ces parcours. Bon, là-dessus, le feedback, c'est que on connaît très bien les mutuelles, enfin on les connaît très bien, ouais, on les pratique. Elles sont en général, il faut vraiment faire la différence entre les mutuelles et la prévoyance. Enfin, les mutuelles, en général, sont preneuses de solutions sur lesquelles elles vont pouvoir faire du marketing, en fait. Pas forcément de l'usage. Donc ça dépend où est votre... elles n'ont pas toujours un intérêt à générer de l'usage sur votre solution. Parce que ça peut leur coûter un peu d'argent. Par contre, si vous avez une solution qui peut améliorer effectivement leur image, leur démarcation, etc., je pense qu'elles peuvent être assez preneuses. Et puis après, il faut être opportuniste aussi, je crois. Elles ont du budget, hein, elles peuvent le consacrer. Nous, personnellement, chez Kipling, on n'a jamais construit de business model avec les mutuelles. Là où on cherche à le faire avec la prévoyance, mais qui a du temps très très long. Voilà. Et puis après, il y a un autre, juste sur les mutuelles, ça peut être intéressant, mais c'est des gens qui ne sont pas super rapides. On parle du système de santé je les aime beaucoup, hein, les mutuelles, mais par contre, ouais, nous en tout cas, voilà, elles prennent du temps dans leurs décisions. Enfin, je ne sais pas si vous bossez avec elles. Tu peux t'étendre un petit peu sur... Tu dis par contre, sur la prévoyance, là, on construit un peu plus un business model. La prévoyance, elle a vraiment intérêt à vous éviter des frais de santé parce que c'est elle qui va les prendre. Là où la mutuelle, la mutuelle prend vos frais de santé. Donc si votre solution est sur des frais de santé, je ne sais pas, la vue, grosso modo, je simplifie à l'extrême, c'est la vue, le dentaire et les hospitalisations. Donc ça, voilà. Mais tout ce qui est en dehors de ça, c'est moins son sujet, puisque soit ça passe côté CPAM, soit c'est de la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'incapacité. Voilà, c'est du risque très 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 long terme, où là l'organisme va se faire le relais de l'assurance maladie, financer votre incapacité, etc. Donc c'est là où et c'est très peu lisible parce que souvent les mutuelles sont aussi organismes de prévoyance. Enfin bref, voilà. Mais par contre, je pense que pour une solution qui fait des solutions, je ne sais pas, plutôt bien-être, moins peut-être médicales. Clairement, pour amorcer une boîte, je pense qu'il faut aller les voir. Par contre, ça peut être long. C'est voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, mais c'est un payeur. De toute façon, ils font partie de l'écosystème, donc il faut aller les voir. Je pense que c'est très lié à la... Oui, il faut aller partout. Ouais. Tu as raison. Est-ce qu'il y a une autre question là-dessus? On passe au troisième thème. Très bien. Merci. Bonsoir, j'ai juste une question sur l'aspect rétention et si vous avez mesuré le churn justement de vos patients chez Wistim. Est-ce que c'était justement des utilisateurs qui restent depuis le début des comment dire de... On n'espère pas. On espère qu'elles sont enceintes et qu'elles passent à autre chose. Par contre, les médecins, oui, il y a très très peu d'attrition. Et les médecins qui ont adopté la solution et les centres, on a très peu. Pour ainsi dire, pas de gens qui arrêtent d'utiliser la solution. Okay. Mais nos patientes, par définition, elles vont sortir du parcours quand elles vont être enceintes. Ok, du coup, la question, c'est la pérennisation du business model, parce que vous allez devoir faire de l'acquisition pour augmenter votre chiffre. Non, on acquiert des médecins, en fait. On acquiert des médecins qui deviennent prescripteurs ou des centres. Donc, c'est du B2B2C, si vous voulez. Donc, on va pas faire de la... On vend pas directement aux patientes, en fait. Nous, on change les habitudes des médecins et des services hospitaliers.
Ok. Et c'est eux qui vont être utilisateurs de notre solution et du coup prescripteurs. Et du coup, ça va renouveler notre pool de patients. Merci. On va passer à la troisième grande question. Donc, on n'a pas de représentant ce soir, mais donc travailler en écosystème, faire des partenariats avec des grands groupes ou des laboratoires pharmaceutiques. On a mentionné beaucoup les mutuelles, donc c'était une petite transition, mais sur des choses où ils ne vont pas forcément être payeurs, mais essayer d'avancer ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider à trouver son modèle, ou est-ce que c'est parfois se détourner et perdre un petit peu du temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Marion, si tu veux peut-être parler d'un exemple. Ouais, on a signé un partenariat de copromotion avec Bayer en France sur notre offre de télésurveillance des patients insuffisants cardiaques. Mais ce n'était pas pour nous aider à trouver notre modèle, c'était plus une aide au déploiement en fait. Parce qu'on a un gros enjeu d'adoption et on n'a pas non plus les moyens d'avoir 100 commerciaux sur le terrain. Pareil pour la partie accompagnement client. Du coup, l'idée, c'était de se reposer sur le réseau de visiteurs hospitaliers de Bayer pour promouvoir la solution et s'appuyer aussi sur les visites fréquentes de ces visiteurs hospitaliers pour accompagner un peu accompagner les professionnels de santé, les aider à l'inclusion, etc. Alors, ça amène à des discussions un peu plus long terme sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en termes de co-développement et de business model. Mais on a vraiment commencé à parler avec Bayer dans une optique vraiment de déploiement sur un business model déjà existant. Quelle était la valeur ajoutée? Pourquoi un labo est intéressé à faire ça? Moi, je sais parce que j'ai accompagné à faire ce projet. Mais je pose la question à Marion. Alors, je ne veux pas parler non plus trop au nom de Bayer, mais il y a un intérêt à pouvoir renouveler le discours auprès des professionnels de santé, hein, quand on a un portefeuille de médicaments un peu... que les médecins connaissent, ça permet d'apporter de la nouveauté et de l'accompagnement en fait de ces professionnels de santé. Et c'est aussi un moyen c'est un moyen de diversifier son business model. Alors vous allez me dire, la pharma n'a peut-être pas encore besoin de ça, mais c'est plus dans une logique prospective en fait, en se disant demain une grosse partie du business model se fera aussi sur des solutions numériques. Il faut qu'on y soit dès maintenant. Commençons à construire des partenariats pour ça. J'ai une question, moi ça m'intéresse. Est-ce que les délégués ont su vendre votre solution? Parce que moi c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, Alors, en fait, ça a très bien marché en génération de leads, donc en ouverture de porte. On a fait la comparaison entre notre taux de transformation à l'ouverture de porte, on va dire, et il est vraiment meilleur avec Bayer. En revanche, sur la partie plus accompagnement des professionnels de santé et fait que les patients soient inclus régulièrement, il y a un travail à faire sur la connaissance de la solution. Nous, évidemment, on est experts de notre solution, donc on est plus efficace pour l'instant à faire ce travail. On va travailler avec Bayer justement sur la manière de pouvoir transformer cette autre partie qui est inclure des patients dans notre solution, quoi. Et le délégué était individuellement intéressé à l'ouverture de porte ou... Et non, c'était pas possible dans notre cas. Mais bon, ils étaient, je pense, intéressés en fonction de l'impact que ça pouvait avoir sur d'autres aspects de leur business, ouais.
Pour le délégué, en fait, qui sont en fait des forces de vente énormes sur le terrain, c'est une super opportunité d'apprendre et de progresser en fait sur ces notions de e-santé qui maîtrisent pas. Donc pour eux, en termes de vie de collaborateur, vie de personne dans un grand groupe, c'est une opportunité d'apprendre. Il y a aussi un élément, c'est qu'en fait, ça permet aussi d'être reçu par le C'est une professionnel opportunité de santé. pour eux de vendre et de se présenter et de présenter autre chose que leurs produits. C'est mes clients, je les adore, il n'y a pas de souci, mais c'est une vérité, c'est aussi une manière d'optimiser en fait la prise de rendez-vous, ce qui est un vrai sujet pour les délégués médicaux dans la pharma. Enfin, c'est un élément. Et c'est finalement donnant-donnant, enfin c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour le professionnel de santé parce qu'il reçoit quelqu'un qui lui parle de plein de choses en même temps, et pour la start-up et pour Bayer. Je disais pas du tout péjorativement. Et sachant que les visiteurs hospitaliers, ils connaissent très très bien les professionnels de santé, c'est impressionnant. Enfin, je trouve que c'est vraiment un support essentiel. Enfin, essentiel, quand on peut s'en passer, tant mieux. Mais pour une société qui se lance sur un marché, c'est vraiment très valorisant. Et est-ce que, on parle de business model, mais là c'était un peu une expérimentation, est-ce que le côté business model a été abordé ou pas encore, ou c'est pour plus tard? Pas encore pour l'instant. Ouais, on est plus sur dans une logique de pilote commercial. On se posera la question du business model plus tard. Enfin, pour Bayer en tout cas. Pour nous, on a notre business model. C'est un remboursement. Vous aviez une exclusivité avec Bayer ou territoriale ou je sais pas ou... Alors je sais pas trop si je peux en parler. Ouais, pardon, non mais de curiosité, mais. Est-ce que dans vos expériences, vous avez du coup tenté des partenariats avec des plus grands groupes, que ce soit des labos pharmaceutiques ou non, et c'était quel but c'était les tests? Non, mais moi, en introduction, je disais Sanofi et nos partenaires historiques. Donc, on était dans un programme de co-construction, avec tout ce qu'on peut mettre derrière co-construction. Mais on était dans les 5 startups de Sanofi France. Donc, on a été beaucoup boosté par l'accompagnement de Sanofi sur 2 versants. Le sujet, dans notre sujet sur les réseaux sociaux, on n'est pas omniscient, c'est-à-dire qu'on va travailler on est agnostique en termes de pathologie visée, donc on n'est pas omniscient, on ne connaît pas toutes les pathologies, on connaît pas, et donc on capitalise en fait sur l'expertise médicale et les ressources humaines de Sanofi, avec en contrepartie par contre la mise à disposition de ces données-là pour Sanofi. Donc à l'époque c'était une manière de collaborer, et puis là j'ai donné l'exemple des industriels, mais nous, par définition, dans la construction de notre activité, on a travaillé en écosystème avec le tissu plutôt académique. Donc typiquement, tous les enjeux, tous les nouveaux modèles qu'on développe. Je vais donner un exemple très concret. L'an dernier, on a travaillé sur l'identification automatique des idées suicidaires sur Twitter. C'est pas très sympa comme sujet, mais c'est un vrai enjeu de santé publique pour le coup. On l'a fait avec Harvard, et donc en fait on l'a co-construit, c'est-à-dire qu'on a l'expertise métier, elle est côté Harvard, nous notre expertise métier elle est sur la capacité de transformer du texte non structuré en un signal médical. Dans un autre registre, quand on a travaillé sur la santé mentale des étudiants par exemple, on l'a fait avec l'université de Bordeaux, et notamment Bordeaux Population Health qui est spécialisée notamment sur la santé mentale des étudiants. Donc par définition, en fait, on a construit l'activité de l'entreprise avec cette définition-là, de se dire on va capitaliser sur l'écosystème, sur les expertises existantes, et on va éviter de faire le je fais tout seul et je sais tout faire. Donc pas forcément, donc parfois avec une dimension très commerciale, dans un sens ou dans l'autre, et parfois vraiment dans une dimension plutôt de recherche ou de développement et de montée en compétences. Merci. Vincent ou Sarah, ça fait partie de... Non, nous, on a un petit peu la même expérience que Marion. D'ailleurs, j'avais une question, Marion. Les dispositifs médicaux, les défibrillateurs, les pacemakers n'ont pas été partie prenante de sponsoriser votre solution, de vous aider sur ce déploiement? Ou ils vous ont vu quand même un concurrent parce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre, chacun leur propre... Oui, en fait, c'est un peu particulier sur les prothèses cardiaques. Chaque fabricant de prothèses cardiaques a sa solution de télésurveillance. Ça peut être un peu le cas aussi dans le diabète, par exemple. Oui. Mais on est partenaire sur parce qu'on a quand même les mêmes clients.
Bien sûr. Et on veut que ces clients-là soient contents. Mais on n'a pas encore passé le cap d'un partenariat commercial. Ouais, pas encore. Voilà, pour répondre sur Wistim et sur l'écosystème, effectivement, nous aussi, on a fait cette démarche assez rapidement d'aller voir les laboratoires qui étaient impliqués dans cette pathologie, donc qui fabriquaient des gonadotrophines. Et puis, on cherche, on commence à avoir des partenariats. C'est vrai qu'ils ont des forces de vente et des forces qui connaissent extrêmement bien le terrain sur lesquels on a pu s'appuyer, et parfois ça nous a ouvert des portes. Ça n'a jamais été eux qui ont pu ni déployer ni expliquer la solution. Ça, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on a fait, parce que je pense qu'on est expert et que c'est pas du tout le même domaine. Donc c'est des partenariats intéressants. Ça nous a pas fait changer de modèle économique, mais c'est vrai que on a eu, par exemple, à Lille, le déploiement de la solution et le financement de l'étude clinique qui a été pris en charge par un laboratoire. Et donc c'était le financement de l'étude, pas pour nous directement, mais pour le CHU en l'occurrence. Donc on peut imaginer plein de partenariats avec ces acteurs-là. Quel était l'intérêt du partenaire dans ça? C'était du soutien institutionnel Ça, c'est leur intérêt. Je ne suis pas là pour défendre l'intérêt des... Oui, chacun voit son intérêt. C'est ce qu'on disait un petit peu. C'est qu'eux, ils viennent avec quelque chose d'innovant, qui n'est pas leur produit, mais qui fait sens, dans le sens où tous leurs produits sont présents sur notre plateforme, bien évidemment. Donc, ils ont un intérêt commercial, hein, très clairement. Vincent? Alors nous, on travaille un peu avec les labos, mais c'est plutôt du business, pour être clair. Pas trop du partenariat. C'est-à-dire qu'ils financent notre usage à des communautés de patients, on va dire. Donc ça peut fonctionner. C'est pas une grosse ligne de revenus, mais pour nous, l'intérêt, c'était de dialoguer avec ces acteurs-là qui font partie de l'écosystème, qui étaient assez loin, parce que nous, on est plutôt sur le champ des thérapies non médicamenteuses. On n'est pas un compagnon non plus, etc. Mais je pense qu'on pouvait les intéresser parce qu'on a beaucoup de données, du réel, etc., qu'on ne partage pas du tout dans ce cadre-là. Donc sur les labos, je n'ai pas grand-chose à aborder de plus. Après, nous, les partenariats, ils sont plutôt chez nous académiques, parce que c'était un monde qui était assez loin. Ils nous ont beaucoup aidé, les académiques, à faire des essais. Donc ça nous a vachement aidé, parce que venant pas du monde de la santé... voilà, et ça nous a donné une légitimité, une crédibilité. Donc je pense que quand il y a des académiques, des établissements de santé, des universités qui peuvent vous aider pour une raison X ou Y, nous en fait ils étaient très intéressés, parce que dans le champ de la gamification il y a pas mal de recherches, et ce qu'on faisait était assez neuf. Donc et donc du coup nos essais cliniques nous ont pas coûté d'argent. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'a priori ça coûte très cher. Ça, après, sur le champ partenarial, on a fait, oui, je pense que faut être opportuniste en fait. Mais le risque, c'est de se défocuser. En fait, c'est ça, il faut trouver le bon équilibre entre être opportuniste et pas se perdre. Parce que sincèrement, si vous avez des boîtes avec un truc un peu sympa, je pense que des gens prêts à vous proposer des trucs divers et variés, vous en aurez plein. Mais il faut savoir jusqu'où on met le curseur. Enfin, moi, c'est le sentiment. Et si je peux me permettre, il y a deux autres types de partenariats qui sont beaucoup mis en place dans l'écosystème. Il y en a un avec les acteurs tech. Là, on a beaucoup parlé des industriels, etc. Mais il y a tous les acteurs du cloud, par exemple, de Microsoft à OVH, en passant par tous ceux qui existent, les Scaleway, etc., font des programmes d'accompagnement start-up. Donc, on a eu l'expérience avec Microsoft et AstraZeneca dans le cadre de iFactory for Health. C'est une bonne manière en fait de capitaliser sur de l'expertise techno. Surtout nous, on avait vraiment un sujet infrastructure par rapport aux pipes de données qu'on analyse. C'est plutôt pas mal. Après, il faut bien garder en tête l'objectif des deux, c'est-à-dire que typiquement, si je prends l'exemple de Microsoft, l'enjeu pour eux, c'était qu'on soit sur Azure. Oui, non, mais typiquement, je rebondis parce qu'en fait, j'ai été très... On a fait des partenariats aussi, alors pas avec Azure, mais avec des boîtes de consulting, Talent, qui nous ont aidés à structurer effectivement des chatbots. Et ça, c'est extrêmement enrichissant également. Donc il y a plein de types de partenariats, les partenariats académiques, les partenariats... Et c'est vrai que
c'est vrai que tous ces partenariats apportent des choses différentes et ils sont intéressants. Et il y a un type de partenariat dont on parle rarement, c'est les partenariats start-up. En fait, on peut travailler ensemble et on peut créer de la valeur ensemble. Et c'est plutôt intéressant. Alors, dans le rapport que vous recevrez quand on aura finalisé et relu, effectivement, il y a beaucoup de types de partenariats qui existent. Sur les partenariats start-up, il y a des choses que vous pouvez travailler avec l'IFUN ou avec des startups comme Arcan. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, ils aident à l'interopérabilité des données des différents hôpitaux. Comme ça, si vous avez une solution qui doit s'intégrer dans une startup, vous avez une solution qui doit s'intégrer dans les données de l'hôpital pour pouvoir fonctionner, vous n'avez pas à recoder toute la partie d'interopérabilité. Donc vous pouvez aller en fait à deux avec l'IFUN ou avec Arcan, attaquer des hôpitaux et du coup, au lieu de promettre un temps d'installation de 3 mois, vous allez promettre un temps d'installation de 1 semaine pour être déjà intégré dans le système. Donc effectivement, il y a ça. Ici, j'illustre avec un exemple un peu différent sur la data. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de providers de data. On est beaucoup à créer de la data, à générer de la data ou à analyser de la data, etc. Sauf qu'in fine, si je prends mon exemple, quand je vais voir un industriel, en fait, on est 22 à être allé voir l'industriel pour lui montrer chacun sa super data et in fine, on a monté un partenariat avec une startup qui a accéléré à Future Forecast, qui s'appelle Arcascience. En fait, on donne une vision un peu 360. Donc nous, on intègre la partie réseaux sociaux. Eux ont d'autres données en tout cas. Et donc c'est une autre manière aussi d'avoir une proposition de valeur plus cohérente pour le end user. Est-ce qu'il y a des questions sur cette brique-là? Et après, on ira au cocktail. On a un peu débordé parce qu'on a démarré un peu plus tard, mais donc on laisse 10 minutes de questions. J'ai juste une question pour Marion. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que Bayer justement s'occupe de faire la promotion de votre produit via les délégués. Je voulais savoir quel était leur intérêt au-delà du fait de renouveler la communication avec les professionnels. Est-ce qu'ils intégraient votre produit dans un package? Est-ce qu'ils se positionnaient comme apporteurs d'affaires ou quel était leur quel était leur intérêt financier dans la collaboration? Alors, je ne peux pas trop m'étendre sur ces sujets, malheureusement. En tout cas, en l'absence de Guilhem qui devait représenter Bayer, qui devait répondre à ce genre de questions. Voilà, je ne peux pas maîtriser complètement la communication de mon partenaire. D'autres questions? D'autres questions plus générales qui ne sont pas reliées à ce thème? Tout le monde veut aller boire des coups au cocktail. Très bien. Eh bien, merci à vous et merci à vous tous les invités. Pour cette merci. Table ronde, j'espère, très intéressante.